Mes chers élèves, bonjour. Je suis Madame Hassoun, professeure de français, 3e année secondaire. Et bien sûr, mes élèves me reconnaîtront très vite. Alors aujourd'hui, notre cours va porter sur le discours exhortatif. Évidemment, puisque c'est le 3e projet et c'est notre dernier projet. Alors, qu'est-ce qu'un discours exhortatif? Tout d'abord, je vais essayer de vous mettre dans la situation. Lorsqu'un auteur, c'est-à-dire un destinateur, un émetteur, veut dicter un comportement, ou alors il veut conseiller quelqu'un à faire quelque chose dans les situations les plus diverses, il a recours au discours exhortatif. C'est quoi ces situations les plus diverses? Eh bien, ce sont des situations, ici on parle de causes humanitaires. Vous allez me dire, Madame, c'est quoi des causes humanitaires? Je vous dirai tout simplement, les causes humanitaires, ce sont des causes qui œuvrent pour le bonheur et le bonheur, voilà, de l'homme, pour l'amélioration des conditions de vie de l'homme, pour le bien-être de l'homme, pour le respect de l'humain en général. Alors, on a dit, il a recours au discours exhortatif. D'abord, dans le discours exhortatif, tout le monde sait ce que c'est qu'un discours, on l'a vu et revu, mais le mot nouveau, aujourd'hui, c'est exhortatif. C'est quoi exhorter? Le verbe exhorter. Alors, exhorter, ça veut dire prier, ça veut dire recommander, ça veut dire conseiller, ça veut dire inciter par des textes persuasifs quelqu'un à faire quelque chose. Comment? C'est ce que nous allons voir après. Alors, en grosso modo, la définition d'un discours exhortatif, c'est un discours exhortatif est un texte dans lequel l'émetteur, après avoir présenté une situation négative, cherche des arguments pour sensibiliser son récepteur ou son destinataire ou son interlocuteur. Voilà. Donc, l'intention de cet auteur, de l'émetteur, étant de faire agir le récepteur pour que cette situation change. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple, bon, c'est un extrait que j'ai pris de Follereau, Raoul Follereau. Donc, une petite idée comme ça sur cet auteur-là, parce que c'est un auteur français. C'est un écrivain et journaliste français. Et d'ailleurs, c'est lui qui a été à la tête de la création de la journée mondiale de la lutte contre la lèpre. Bon, pour le moment, on ne va pas s'occuper de la lèpre parce que le Covid-19 nous suffit et que Dieu nous en préserve. Bien. Alors, il a écrit dans le livre d'amour un message à la jeunesse du monde. Qu'est-ce qu'il dit dans ce message? Vous cherchez un but dans la vie. Il manque dans le monde 3 millions de médecins. Devenez médecin. Plus d'1 milliard d'êtres humains ne savent ni lire ni écrire. Devenez des enseignants. 2 hommes sur 3 ne mangent pas à leur faim. Devenez des semeurs et des terres incultes. Faites surgir des récoltes qui les rassasieront. Vos frères ont besoin de vous. Devenez des hommes. Donc, dans l'extrait de Follereau, on voit bien que l'auteur s'enflamme. Il pousse une catégorie de destinataires qui est la jeunesse. Il les pousse à agir. Alors, comment il va faire? Il va d'abord présenter une situation réelle, négative, désespérante. D'ailleurs, on le voit par l'emploi du verbe manquer. Il manque, il manque, il manque. Hein? Et ensuite, il donne un argument très fort. Et il dit, vos frères ont besoin de vous. Et après, il lance l'appel proprement dit. Soyez des hommes. Devenez des hommes. Donc là, on voit bien comment est structuré l'appel, qu'on peut appeler aussi le texte injonctif, qu'on peut appeler aussi le discours exhortatif. Alors, la structure de l'appel, c'est écrit là. Donc, l'appel est un texte qui est composé de 3 parties. Quelles sont ces 3 parties? Alors, la première partie, c'est ce qu'on appelle la partie expositive, et c'est un constat négatif. Alors, c'est un constat négatif qui émane de la réalité. On ne peut pas inventer ça.
La deuxième partie, et c'est écrit là, c'est la partie argumentative, qu'on appelle aussi l'argumentaire, dans laquelle l'auteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va énumérer les différents arguments qui consistent à faire réagir le destinataire. Autrement dit, l'interlocuteur. Autrement dit, le récepteur. Parce que si vous tombez sur l'un des trois mots, vous savez pertinemment de quoi il s'agit. Et troisièmement, c'est l'appel proprement dit. C'est-à-dire qu'un discours exhortatif se termine toujours par une structure injonctive. Que ce soit le mode de l'impératif, que ce soit les verbes de modalité, ou alors les verbes performatifs. Alors, pour le mode de l'impératif, les verbes de modalité et les verbes performatifs, ça, ce sera l'objet de notre étude quand on va entamer les outils linguistiques. Et vous allez voir, vous allez comprendre et ce sera vraiment facile. Alors, nous venons de voir à l'instant la structure de l'appel. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques de l'appel. Donc, l'appel, il a beaucoup de caractéristiques. Il y a ses fonctions, il y a son organisation. Mais en ce qui concerne les fonctions et l'organisation, nous n'allons pas aborder ça aujourd'hui. Nous allons laisser ça pour ceux qui se spécialisent dans la langue française. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les caractéristiques lexicales et les caractéristiques grammaticales. Alors, pour les caractéristiques lexicales, nous avons les verbes. Ce sont des verbes d'action et de mouvement, puisqu'il s'agit d'agir. D'accord? Alors, nous avons les champs lexicaux. Alors, les champs lexicaux, ce sont ceux qui dominent, ce sont ceux qui appartiennent au domaine de l'action envisagée. Par exemple, dans le texte, si je reviens à l'extrait de Folloro, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, les champs dominants, les champs lexicaux dominants, lui, il veut améliorer la situation de l'homme, cette situation misérable. Alors, comment peut-on améliorer la situation de l'homme? Eh bien, sa vie sociale, l'instruction, la santé et la subsistance, qui est l'autosuffisance en matière d'alimentation. Et là, il a touché le champ lexical de l'agriculture. Il a dit les semeurs, terres, incultes, rassasieront. Il a touché l'éducation en disant ne savent ni lire ni écrire. Et puis la médecine aussi. Alors, ça c'était pour les champs lexicaux. Maintenant, il y a l'interpellation. C'est quoi l'interpellation? Quand on interpelle quelqu'un, c'est-à-dire on attire son attention vers nous. Et là, puisque nous sommes dans le discours exhortatif, l'orateur va commencer son discours, par exemple, en disant « Mes amis, mes chers concitoyens ». Ça, c'est une interpellation. Mais attention, cette interpellation peut s'enflammer. Elle peut devenir très agressive. Mais, heureusement d'ailleurs, c'est une agressivité qui est autorisée par la passion. Parce que cet orateur, cet émetteur, ce destinateur, il voudrait faire changer une situation négative. Alors, c'est ce qu'on va dire, elle est autorisée par la passion. Par exemple, quand il dira « Homme inconscient ». Alors, inconscient est une agressivité, mais qu'on peut faire passer aisément. Parce que son but, ce n'est pas de rabaisser l'homme, mais c'est de le booster, de le pousser, de le réveiller. Alors, et nous avons aussi les caractéristiques, bien sûr, en dernier lieu, grammaticales. Nous avons des verbes. Alors, ils sont au temps et au mode qui expriment des nuances de l'ordre. Alors, nous avons l'ordre proprement dit, qui est l'injonction directe, à savoir l'impératif, et nous avons l'ordre nuancé, atténué, qu'on exprime par le mode du conditionnel. Exemple, quand je dis à mon élève, tu devrais porter ton tablier. Là, c'est un ordre atténué. Il va porter son tablier, mais c'est un ordre atténué. Alors, nous avons les verbes de modalité, nous avons les verbes performatifs, que nous verrons ultérieurement dans, je l'ai dit tout à l'heure, dans la leçon prochaine, qui consistera à donner les outils linguistiques de ce discours. Et puis, je voudrais juste faire une petite remarque sur la subordination. Alors, la subordination dans un discours exhortatif est pratiquement rare. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à des actions brèves, des actes très brefs. On doit agir. Alors, ces actes vont être très distingués les uns des autres.
Donc, je pense qu'après tout ça, vous avez compris ce que c'est qu'un discours exhortatif. Je vous ai donné un avant-goût du discours exhortatif. Comme ça, la prochaine séance, quand je ferai la compréhension de l'écrit, c'est-à-dire une analyse méthodique, vous comprendrez très bien de quoi je parle. Et d'ailleurs, vous avez l'habitude de ma méthode de travail. Donc, un petit récapitulatif. Le discours exhortatif, c'est un discours qui est dans notre vie. Je prends l'exemple du code Covid-19. Quand je vous dis, l'État est en alerte, le monde entier est en alerte, les morts s'empilent, l'épidémie, elle est partout dans le monde. Ça, c'est un constat négatif. Alors, je vais te donner un argument. Est-ce que tu voudrais que tes parents meurent? Est-ce que tu voudrais atteindre l'humanité? Est-ce que tu voudrais tomber malade? Ça, c'est des arguments forts. Et l'appel que je vais lancer, restez chez vous. Travaillez. Prenez du plaisir. Organisez-vous. Et bon courage surtout. Allez, au revoir. C'était Madame Hassoun. Et à la prochaine séance, si Dieu le veut, bien sûr.